Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à l'une des grandes voix du XXe siècle dont on célèbre cette année le centenaire de sa naissance, le 20 juillet 1925. Une vie, une pensée, une révolution, Frantz Fanon. Le racisme n'est pas un tout, mais l'élément le plus visible, le plus quotidien, pour tout dire à certains moments le plus grossier d'une structure donnée. Étudier les rapports du racisme et de la culture, c'est se poser la question de leur action réciproque. Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux, nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable, on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. La voix de Frantz Fanon dans cette archive où il est question de racisme, l'un de ses grands combats avec la décolonisation et la désaliénation de l'homme noir. Des engagements qu'il a tenus tout au long de sa fulgurante existence, puisque le médecin, psychiatre, écrivain et militant qu'il était est décédé à l'âge de 36 ans en décembre 1961 d'une leucémie. Ce parcours intense et crucial est aujourd'hui raconté dans un livre intitulé Frantz Fanon, les couleurs du combat, chez Caraïbes Éditions, un manga plus exactement, illustré par Daniel Fernandez de Almeida et Olivier Méry, mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vous êtes donc le scénariste de ce formidable manga et nous reviendrons sur ce genre littéraire un peu plus tard. Mais pour commencer, Olivier Méry, que représente Frantz Fanon pour vous ? Alors, il faut savoir que lorsque j'ai commencé ce projet, je connaissais déjà Frantz Fanon, mais disons que c'était dans les grandes lignes. Je n'avais pas des connaissances approfondies sur ce très grand personnage. Et au final, Frantz Fanon a été pour moi, j'ai envie de dire, une véritable révélation. Ses écrits, sa pensée, sa vie, je me suis senti tout de suite très proche du personnage. J'ai apprécié son côté intellectuel, mais j'ai apprécié aussi sa vision du colonialisme et du décolonialisme. Surtout, j'ai vraiment apprécié chez Fanon, c'est aussi son constat sur les colonisés et les colonisateurs. C'est-à-dire que Fanon, dans ses écrits, et je pense que c'est ce qui fait de lui aussi l'un des penseurs majeurs de la décolonisation, c'est que Fanon renvoyait d'une certaine façon dos à dos ces deux parties, c'est-à-dire qu'il disait souvent que la solution ne viendra pas de l'un ou de l'autre, elle viendra de l'un et de l'autre. Et donc pour moi, il représente vraiment un penseur que tout le monde doit connaître, pas seulement aux frontières de la Martinique, pas seulement en Algérie, pas seulement en France. Sa pensée, selon moi, doit être connue dans le monde entier. Et il est connu dans le monde entier. Mais je pense que la pensée de Fanon, c'est une pensée qui nous concerne tous. Ça transperce les frontières, ça transgresse les frontières et ça doit tous nous toucher. Alors, on va feuilleter avec vous ce manga Frantz Fanon, Les couleurs du combat, qui après un prologue qui met en scène les dernières heures de Fanon à l'hôpital, le livre s'ouvre donc sur l'année 1943, en Martinique, où il est né, qui donc à l'époque est sous le contrôle de Vichy, comme tous les territoires français. Il a 17 ans et on le découvre en train de jouer au football. Alors, ce qui n'empêche pas de constater que c'est un adolescent déjà très alerte sur les injustices, sur l'état du monde. D'où lui vient, selon vous, Olivier Méry, cette maturité de ses parents, de sa famille? Ils étaient 8 enfants, je crois. Tout à fait. Je pense que Frantz Fanon était déjà dans sa jeunesse très en alerte, comme vous l'avez dit, sur les inégalités du monde qui l'entoure. Et c'est vrai que la Martinique était sous régime de Vichy. Il avait connu un petit peu le racisme, évidemment, sur son île, mais il a grandi quand même dans les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Et je pense que le côté très intellectuel et très intelligent déjà de Fanon a réussi à faire en sorte que très rapidement, il a compris les incohérences de son monde. Et il a toujours été très, évidemment, vent debout face à n'importe quelle injustice, face à un professeur qui lui dit clairement que c'est un problème de blanc. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire réelle. Hein. Lorsque le professeur lui dit c'est un problème de blanc, il répond ce n'est pas une histoire de couleur. La Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Et c'est une histoire vraie, en fait. C'est véridique. Et en fait, on voit tout de suite que le personnage était tout de suite en alerte, était tout de suite vent debout face à n'importe quelle injustice, quelle qu'elle soit. Que ce soit des noirs contre des blancs contre des noirs, son problème n'était pas là. Son problème
problème, c'était l'injustice de ce monde. De toute façon, ça résume tout son combat. La capacité au peuple à pouvoir disposer d'eux-mêmes. Ça a toujours été le combat de Fanon de ses 17 ans jusqu'à sa mort. Et à son tour, il décide, lui, de s'engager. Il quitte la Martinique en 1943. Et là, sa famille, ses parents ne semblent pas comprendre. Et c'est même considéré comme un acte de rébellion. Pourquoi ? Alors, effectivement, lorsque les Antillais, les Martiniquais, Guadeloupéens, enfin les Antillais souhaitaient entrer dans les forces françaises libres, ils étaient considérés comme des dissidents. Et effectivement, ses parents alors sa mère était au courant, il est parti en plus le jour du mariage de son frère, effectivement, n'ont pas compris, étaient même contre, son père était contre, je le montre aussi lors d'un repas, tout simplement parce que déjà c'est leur fils, parce qu'il jugeait que c'était très dangereux, je pense logique, mais aussi du fait que Frantz Fanon a quand même grandi dans un foyer aimant, où quand même, alors il n'était pas riche, mais il avait quand même des moyens, on va dire, financiers très corrects. Son père était inspecteur des douanes, sa mère était commerçante aussi, donc Frantz Fanon n'était pas dans la pauvreté. Donc d'une certaine façon, c'est vrai que ce choix pouvait paraître un peu surprenant parce que en soi, il n'avait pas besoin finalement d'aller faire la guerre. Mais lui ressentait ce besoin en fait. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on peut se dire, bon voilà, tu es quand même dans un foyer aimant, tu vas pouvoir faire des études, etc. Pour quelle raison tu vas risquer ta vie en fait ? Et beaucoup de personnes n'ont pas compris son départ parce que il n'avait pas vraiment besoin de partir faire la guerre car il était dans un univers tout à fait confortable, on va le dire comme ça. En tout cas, ça ne l'empêche pas de partir et Frantz Fanon se bat donc comme soldat. Il est témoin des très très mauvais traitements subis par les siens. 2000 Antillais, vous vous rappelez, ont perdu la vie dans les combats. Oui, Et 15 000 soldats du continent africain. Tiraillé. Donc là encore, il touche de près une nouvelle injustice. Et puis après la guerre, alors ça c'est un moment important parce qu'il rentre en Martinique. Et là, vous nous le montrez dans une scène avec Aimé Césaire, Oui. qui a donc été son mentor. Oui, alors il a suivi quelques cours de Césaire. Effectivement, ça c'est une rectification que j'ai pu apporter dans le manga grâce à Mireille Fanon, sa fille, qui effectivement m'a confirmé que oui, Césaire était son mentor, l'a initié au concept de la négritude, mais déjà à cet âge-là, Fanon voit une rupture plus radicale avec on va dire avec la France. Il est plus dans un état d'esprit déjà d'indépendance, mais il n'arrive pas encore à mettre des mots sur tout cela. Il a besoin de comprendre avant d'agir. Et pour comprendre, c'est dit également dans le manga, ça débute dans l'esprit de l'homme. Donc il a besoin de comprendre les mécanismes qui mènent à la colonisation. Donc on va dire que par rapport à Césaire, et c'est là où effectivement leur pensée se détache un petit peu, là où Césaire pensait effectivement que la négritude, le retour aux traditions africaines noires était la solution, on va dire, pour l'émancipation de la population, Fanon, lui, est déjà dans quelque chose de plus radical. Et lorsqu'il retourne en Martinique, il voit déjà, alors disons que ça a été une petite interprétation de ma part, mais dans ses écrits, on le ressent aussi. Mais il ressent déjà qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Et selon moi, mon interprétation, ça a été qu'il a eu besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe pour qu'un homme puisse avoir l'envie de dominer un autre homme, sans pour autant parler de blanc, de noir, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait cette envie ? Et qu'est-ce qui se passe pour que le dominé souhaite derrière devenir le dominant ? Et c'est là où, encore une fois, c'est très complexe, d'une certaine façon. Et c'est donc suite à cette réflexion que, naturellement, d'une certaine façon, dans le cadre de ses études de médecine, il se spécialise dans la psychiatrie. Il repart en France, à Lyon. Il a 21 ans, il va finir son cursus. Et là, à nouveau, le racisme. D'ailleurs, il y a une planche saisissante dans le manga, un gros plan de son visage qui est vraiment sidérant. On le voit tout en souffrance. Je rappelle que c'est un dessin de Daniel Fernandez de Almeida. Et là, il vient de vivre une scène humiliante dans cette société blanche et toujours colonialiste. Et vous écrivez, Olivier Méry, pour la première fois, il se sentait noir. Histoire vraie, bien évidemment. Il a toujours dit que c'est le regard des autres qui faisait que vous étiez noir, ou que vous étiez juif, ou que vous étiez... Voilà, c'est le regard des autres. Lui ne se sentait pas noir. Il sait qu'il est noir, bien évidemment, mais il ne se sentait pas noir dans le regard des gens. Lui, Fanon, je suis un être humain, tout simplement. Et le fait de voir cet enfant, âgé de 9 ans environ, dire « Ah, maman, un nègre », il se rend compte à quel point, déjà, que c'est le poids du regard des autres qui fait en fait ce qu'on est ou ce qu'on devient. Et surtout, il se rend compte à quel point
cette société, finalement, le racisme est structurel. Il est ancré dans les plus profondes, dans la structure même de la société. Pour lui, c'est un choc. Et pourtant, il a vécu des choses traumatisantes. Il a fait la guerre. Il a vu des choses. Il a vu ses amis mourir. Fanon. Mais c'est à ce moment-là où il y a eu quelque chose, un déclic pour lui, où il s'est rendu compte vraiment que le problème était encore plus profond. Autre déclic, il écrit une thèse qui porte sur la désaliénation de l'homme noir. Et la thèse est rejetée par l'Académie. On lui dit même de la mettre à la poubelle. Alors c'est quand même une nouvelle humiliation, une nouvelle incompréhension, une nouvelle injustice. Et c'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles il écrit et publie en 1952 Peau noire, masque blanc. En quoi cet ouvrage, Olivier Méry, pose-t-il les bases d'une réflexion révolutionnaire ? Alors, il faut savoir que Peau noire, masque blanc, c'est très certainement l'un des livres, selon moi, à mes yeux, qui est d'une violence, mais d'une violence, c'est-à-dire véridique, c'est la vérité crue. Fanon, dans Peau noire, masque blanc, pose un constat entre les noirs et les blancs, hommes, femmes, hommes noirs, femmes blanches, femmes noires, hommes blancs, etc. C'est-à-dire qu'il a étudié tous les rapports humains entre l'homme noir et les hommes blancs ou femmes blanches. Il les a analysés, c'est presque une étude clinique, Peau noire, masque blanc. En quoi, selon moi, Peau noire, masque blanc est une base ? C'est parce qu'il est parti vraiment décortiquer les rapports psychologiques, physiques, sociologiques même, entre les hommes et femmes noirs et les hommes et femmes blanches. Et c'est-à-dire qu'il va très très loin dans les anecdotes qu'il raconte. Un homme, excusez-moi le terme, qui pense à Schœlcher lorsqu'il est en plein débat avec une femme, ou quelqu'un qui se mord les lèvres pour essayer de réduire la grosseur de ses lèvres. Voilà, il montre à quel point l'homme noir est complexé, se retrouve complexé finalement dans cette société blanche, et il montre aussi à quel point l'homme noir aussi est un objet sexuel pour une autre partie de la population blanche. Il étudie les rapports à tel point, il est parti tellement loin qu'effectivement, Peau noire, masque blanc, moi, c'est même un ouvrage que j'ai dû lire et relire pour bien comprendre et pour bien être au plus proche, en tout cas, de sa pensée. Je n'ai pas en tête un livre qui va aussi loin, vraiment. On va continuer de parler avec vous, Olivier Méry, de ce manga Les couleurs du combat, Frantz Fanon, dans quelques instants. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières, aujourd'hui sur RFI, où nous rendons hommage à Frantz Fanon, qui aurait eu 100 ans le 20 juillet 2025. Une émission avec Olivier Méry, qui a signé le scénario du livre intitulé Frantz Fanon, Les couleurs du combat, chez Caraïbes Éditions, avec les dessins de Daniel Fernandez de Almeida. Une biographie illustrée et un manga, surtout ce genre littéraire qui nous vient du Japon, très prisé par les nouvelles générations de lecteurs. Un format a priori inattendu pour raconter les engagements de Frantz Fanon au XXe siècle, un pari audacieux. Mais en même temps, est-ce que justement, ce n'était pas l'enjeu de cette publication, rendre accessible cette pensée majeure et toujours actuelle pour des jeunes femmes et des jeunes garçons qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de Frantz Fanon ? Vous avez tout résumé. C'est vrai que Frantz Fanon, selon moi, était connu dans les milieux très intellectuels martiniquais, antillais et même français. Il était connu, il est connu de la part des intellectuels. Mais, de façon assez ironique, Frantz Fanon, lui, s'adresse plus aux populations, les damnés de la terre. Il s'adresse plus aux populations, il s'adresse plus au peuple. Il le dit de toute façon dans Les damnés de la terre, le pouvoir de toute façon doit revenir au peuple. Donc c'est toute cette ironie en fait, et c'est en cela que moi, avec cet ouvrage et avec Daniel Fernandez, on a essayé justement de se poser la question, de se dire mais il faut rendre accessible cette pensée si complexe. Et le format manga, selon nous en tout cas, est vraiment parfait, parce que les mangas sont extrêmement populaire chez les jeunes. Aller lire Peau noire, masque blanc, ça peut peut-être rebuter certains. Il faut être prêt aussi, il faut être prêt mentalement pour lire ce style d'ouvrage. Et c'est vrai que le manga s'adresse au final à tout le monde. S'adresse aux plus jeunes et même aux personnes qui veulent peut-être découvrir et qui n'ont jamais lu de manga parce que peut-être que ça ne les intéresse pas, c'est des super pouvoirs, etc. Bien là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans un cas d'un manga historique qui retrace la vie d'un personnage qui a existé. Moi, j'ai des personnes, j'ai ma mère, elle a lu le manga, elle a compris. Et elle m'a dit, je ne lirai pas des mangas toute ma vie, mais celui-là, j'ai pu le lire, je l'ai compris. Et même d'autres personnes. Donc, on s'aperçoit même petit à petit que, alors évidemment, la cible,
c'est les adolescents et même un petit peu plus vieux derrière, mais même une personne, on va dire à un âge un peu plus avancé, qui ne lit pas de manga, peut aussi s'y intéresser. Oui, j'en suis la preuve vivante. Je crois que c'est mon premier manga et je ne le regrette pas parce que d'abord c'est très beau esthétiquement et puis aussi c'est vraiment très riche, très documenté et en même temps très fluide. Alors on a commencé d'évoquer avec vous le parcours de Fanon en première partie. Arrivons-en à la suite et au moment clé peut-être de son existence. En 1953, son arrivée en Algérie où il se fait muter dans un hôpital de Blida à 50 km au sud-ouest d'Alger. Et là encore, un choc, le traitement inhumain qu'on inflige aux patients qui à la fois subissent l'enfermement et la ségrégation. Et tout ça dans un contexte historico-politique extrêmement douloureux, encore marqué par les massacres de Sétif à peine 10 ans auparavant. Et pourtant, Fanon va tomber amoureux de l'Algérie d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que Fanon, à son arrivée, déjà est horrifié par le traitement des populations. Ils étaient enchaînés, on les empêche de voir la lumière du jour, ils ne sortaient pas. Enfin, c'était des conditions inhumaines. Et Fanon, tout de suite, dresse un constat, et on le montre aussi dans le manga, c'est déjà avant même de commencer à parler de traitement, avant même de commencer à parler de thérapie, on va déjà leur rendre, du moins tenter de leur rendre leur dignité. Juste ça. On va commencer par les traiter déjà comme des êtres humains. Et c'est vrai qu'il a dû faire face à une médecine, j'ai pas envie de dire coloniale, mais une médecine un peu difficile pour lui parce qu'il était en totale inadéquation. Il arrivait tout de suite avec la social thérapie, quelque chose de beaucoup plus humain, qui visait à reconnecter les patients avec le monde, jouer au foot, faire de la peinture, faire de la musique, etc. Et en fait, lorsque Fanon arrive à Blida, au début, la social thérapie échoue. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On pense que ça s'est super bien passé au début. Non, c'est faux. Ça s'est mal passé au début, tout simplement parce que Fanon utilisait en fait des méthodes, mais c'était des méthodes qui étaient peut-être un peu trop européennes. Et donc, il a dû faire un travail sur sa méthode, à l'adapter, aller au contact des populations. Il y a même énormément de choses qu'il a fait, que j'ai pas cité. Il a rénové des mosquées, etc. Il a fait énormément de choses. Il est entré en contact avec des chanteurs à l'époque. Et en fait, à partir de ce moment-là, il commence à avoir des résultats. Et là, en fait, il force la médecine à Blida, par ses résultats, il les force à se rendre compte que il est dans le vrai. Il a raison. En fait, tout son combat, tout le combat de Fanon à Blida, c'était surtout de pouvoir prouver qu'il y avait un lien entre colonisation et aliénation. Et c'est là aussi où il révolutionne la thérapie avec l'usage de la musique traditionnelle, ce qui devient la musicothérapie. Musicothérapie. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous citez 3 cas. Alors je pense que ce sont des cas réels et avérés, Tout à fait. extraits de... Les damnés de la terre. Voilà. Et il faut dire que c'est quand même des cas assez lourds. Hein. Effectivement, quand on lit ces cas, on se rend compte de la violence du système, qu'elle touche non seulement les jeunes, mais les jeunes moins jeunes. J'ai en tête ce cas aussi de ce taxi, de cet homme qui était, lui, on va dire, taxi pour le FLN, qui derrière a subi des atroces souffrances, je ne vais pas trop en parler, mais enfin bref, qui avait découvert que sa femme, effectivement, avait subi des souffrances et tout. Et ce cas était assez violent. Le cas des enfants aussi m'a assez choqué, Oui. en toute franchise. À partir du moment où des enfants arrivent à dresser un constat aussi froid de dire nous, on les tue, pourquoi on ira en prison alors que eux ils nous tuent, ils ne vont pas en prison. Quelque chose de tellement simpliste, tellement simple, mais de tellement vrai, en fait, que ça glace le sang. Et le tortionnaire français. Alors, j'ai tenu à mettre cet exemple aussi pour montrer que Fanon ne soignait pas que des populations algériennes, il soignait aussi des militaires français, des policiers, qui eux-mêmes, par surviolence, par obligation évidemment de leur hiérarchie, d'utiliser la violence, se retrouvaient être pris dans leur propre torrent de violence, en fait. Ils se retrouvaient eux-mêmes les victimes de la violence qu'ils infligeaient aux populations. C'est criant de vérité parce que Fanon, lui, dans ce cas de figure, ne faisait pas de différence. Parce qu'il reste dans son rôle de psychiatre. Je suis psychiatre, je soigne.
Il se fait remarquer évidemment par ce travail exceptionnel et le FLN, le réseau armé qui veut libérer l'Algérie de la colonisation française, le contacte. Et là, il va franchir une nouvelle étape, le militantisme, au point même que Fanon démissionne en 1956 pour se consacrer à la lutte. Mais une lutte que vous qualifieriez comment, vous, Olivier Méry ? Effectivement, il se reconnaît dans la lutte algérienne et je pense que la lutte de Fanon, c'était surtout rendre au peuple algérien sa dignité et sa capacité à pouvoir disposer d'eux-mêmes. Je pense que Fanon a vu chez les Algériens ce qu'il ressentait au fond de lui, au plus profond de lui, cette volonté de montrer que le peuple algérien, dans son pays, ne doit pas être traité avec inhumanité, ils doivent être traités comme des êtres humains. Alors malheureusement, ça va s'accélérer parce qu'il est expulsé d'Algérie, Oui. dans un premier temps vers la Tunisie, où, entre parenthèses, il crée le premier service de pédopsychiatrie. Pédopsychiatrie. Ce n'est pas rien. En 1959, il réchappe d'un accident au Maroc. Au Maroc. On n'est pas sûr que ce ne soit pas un attentat. Oui. Et enfin, lors d'une tournée à Bamako, on lui diagnostique en 1960 une leucémie qui va être assez radicale, hélas. Il a encore le temps d'écrire un texte majeur, Les damnés de la terre. Mais il faut rappeler que ce manifeste, dès sa sortie en France, il va être interdit et censuré. Tout à Pourquoi ? fait. Parce que Fanon dérange. Fanon dérange, déjà avec Peau noire masque blanc, qui était quand même assez connu dans les milieux intellectuels et même au-delà, et Les damnés de la terre, préfacé par Jean-Paul Sartre, une préface qui a été jugée assez violente pour certains. Fanon dérange par ses prises de position, par son statut aussi de porte-parole. Il s'appelait Ibrahim. Sur son passeport, c'était Ibrahim Fanon. Et il avait changé son prénom ? Il avait changé son prénom pour pouvoir voyager. Il s'appelait Ibrahim Fanon et son rôle de porte-parole du FLN, sa volonté de vouloir unifier les pays africains, de vouloir les décoloniser, parce que c'était le but de Fanon, il en parle dans Les damnés de la terre. Oui, il avait élargi son combat, c'était un combat panafricain. Exactement, c'était un combat panafricain. Son souhait, c'était de rendre l'Afrique indépendante. Il avait expliquer tout ça dans Les damnés de la terre, un système autonome qui finalement ne dépendrait plus de l'Occident, de l'Europe, etc. et qui pourrait s'autosuffire et il va très loin dans les détails, un système commercial, etc. Mais surtout, Fanon, pour lui, à ce moment de sa vie, la décolonisation de toute façon est déjà en marche et personne ne pourra l'arrêter. Il le dit de toute façon dans Les damnés de la terre. Ce qui l'intéresse, c'est l'après. Il alerte les populations sur le fait de ne pas tomber dans le même système, de ne pas rester dans le même système en fait et créer des nouvelles bourgeoisies et que les Africains s'oppressent eux-mêmes en fait. Il alerte à ce niveau-là, il est déjà dans l'après. Donc Fanon dérange, oui, Fanon dérange par ses positions, par tout ce qu'il représente et effectivement c'est vrai que dès la sortie le livre est immédiatement censuré. Alors aujourd'hui on peut le lire, Les damnés de la terre, dans une version d'ailleurs sans la préface de Jean-Paul Sartre, qui a été demandée par sa femme. Par Josie Fanon. Alors ça m'a été confirmé aussi d'ailleurs par Mireille Fanon. La position de Jean-Paul Sartre, selon Josie Fanon, ne correspondait pas à la pensée de son mari. Elle a donc demandé le retrait de cette préface, qui a été retirée, je crois, sur certaines versions, mais pas sur d'autres. Et il y a aussi le fait est que sa préface avait été jugée plus violente que le contenu du livre, à tel point qu'elle invisibilisait peut-être un petit peu le propos de Fanon. Alors plus de 60 ans après sa disparition, quel est le souvenir de Frantz Fanon aujourd'hui en Martinique par exemple ? Je pense que Fanon, en Martinique, commence, notamment aussi avec le film qui est sorti, j'espère aussi avec ce manga, je pense que Frantz Fanon commence petit à petit à toucher, à être connu effectivement auprès des populations. Il commence à devenir de plus en plus accessible et je pense que Fanon est quand même vu en Martinique comme une figure majeure de l'anticolonialisme. De plus en plus, en tout cas, il devient de plus en plus connu. Vous y êtes allé en Martinique justement pour voir quelle était encore sa réception là-bas ? Non, pas encore. D'accord. Pas encore, malheureusement. Et en Algérie, est-ce qu'il a laissé des traces ? Oui. Il a laissé des très grandes traces. Il y a un lycée Frantz Fanon, il y a des monuments, des rues, etc. à l'effigie de Frantz Fanon. Alors, il n'aimerait pas que j'utilise ce terme-là. Sa fille, effectivement, n'aime pas non plus qu'on utilise ce terme-là. Mais là-bas, il est considéré comme un héros national.
Mais il n'aime pas. Sa fille m'a dit qu'il fallait pas utiliser le terme héros. Il n'aimait pas ça. Donc il est toujours très honoré en Algérie. Oui, Frantz Fanon en Algérie est très connu et très respecté. Et il devrait être connu dans le monde entier parce que ses combats sont toujours des combats d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit très bien dans ce manga que vous signez, Olivier Méry, avec Daniel Fernandez de Almeida pour les dessins, Frantz Fanon, les couleurs du combat, publié chez Caraïbes Éditions.